La République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2021. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter, à la suite de ce que nous faisions les cours précédents, nous présenter un cours portant sur les causes générales de la décolonie, les causes générales de la décolonisation. Comme vous le savez, cette leçon fait partie donc, du programme officiel d'histoire et de géographie. C'est la 4e leçon du programme officiel d'histoire et de géographie en classe de terminale. En classe de 3e également, elle est étudiée vers la fin du programme. Cette leçon, elle est aussi la 4e dans le programme réaménagé donc de 2020-2021. Donc, parce que vous savez sans doute, avec le contexte de la maladie, que le programme, donc, dans beaucoup de disciplines, les programmes ont été réaménagés pour les adapter un peu au concept. Les causes générales de la décolonisation. Donc cette leçon s'inscrit également dans le chapitre portant sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que le mouvement de décolonisation a été amorcé donc, après la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, ça a pris son ampleur après la Seconde Guerre mondiale. Avant même la Seconde Guerre mondiale, la colonisation n'a jamais été donc, acceptée par les peuples donc, qui ont été sous domination. Vous vous rappelez bien, en classe de première pour ceux qui sont en terminale, ou bien en classe de 4e, donc, ou de 3e, vous avez eu à faire ce qu'on appelle l'impérialisme, pour voir un peu comment les Occidentaux, après la révolution industrielle, ont voulu accroître les potentiels donc, de matières premières et ils se sont lancés à la conquête de l'Afrique et de l'Asie. Et c'est cette action, c'est ce mouvement envers les peuples africains, asiatiques et de l'Amérique du Sud qu'on appelle le mouvement impérialiste ou bien la colonisation. Donc elle a débuté après la révolution industrielle. Et la colonisation n'a jamais été acceptée par les populations donc, qui étaient sous domination parce que nous avons vu que lorsque les colonisateurs étaient là, il y a eu des mouvements de résistance. Donc les résistants ont pu développer des stratégies pour barrer la route donc, à ces colonisateurs. Mais n'empêche, donc la colonisation s'est installée et s'est installée durablement. Et maintenant, quand on va parler de processus, donc les causes de décolonisation, c'est le phénomène contraire. Donc il y a eu, parce qu'il y a eu d'abord la colonisation, donc il y a eu donc, le mouvement de décolonisation. Maintenant, ce mouvement de décolonisation est à inscrire donc, sur les conséquences de l'après-seconde guerre mondiale. C'est pour cela que pour analyser cette question, donc, il va falloir le faire sur deux aspects, c'est-à-dire sur les causes, ce qu'on appelle les causes internes, et les causes externes. Les causes internes, on va le voir, ce sera tout ce que les populations colonisées ont pu développer comme stratégie pour contester le fait colonial. Et les causes externes, c'est le contexte géopolitique mondial qui a fait que maintenant donc, ces facteurs donc, sur la colonisation étaient rendus donc, impossibles. Et donc nous allons voir ça en premier lieu. Les causes internes. Les causes internes. Donc quand on parle des causes internes, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit donc là des causes, des causes ou bien des facteurs qui ont été développés par les populations locales. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, le fait colonial. Donc, a toujours été contesté. Donc, la contestation du fait colonial, la contestation du colonialisme. Donc, la contestation du colonialisme.
Donc les populations colonisées n'ont jamais accepté le fait colonial. Pourquoi? Parce que le fait colonial est basé sur l'injustice, sur l'inéquité. Parce que lorsque les colonisateurs sont venus, donc ils se sont accaparés des meilleures terres. Donc dans le cas de l'Algérie, ils se sont accaparés des meilleures terres. Au Sénégal, la même chose. Ils se sont accaparés des meilleures terres. Ils se sont accaparés également donc là, des zones les plus stratégiques. Si je donne le cas du Sénégal, les colonisateurs étaient installés à Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, qu'ils appelaient eux, donc ces 4 communes qu'ils appelaient eux, le Sénégal utile. Dans l'appellation coloniale, on avait un Sénégal utile. Donc le Sénégal utile, Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque. Parce que tout simplement, c'est la zone côtière. Hein? Donc c'est une zone côtière où le climat est plus favorable. Donc le climat est plus favorable. Ils se sont installés sur ces zones-là. Et je crois que si nous nous rendons dans ces différentes villes que j'ai citées, Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, on peut voir les traces de l'occupation coloniale. Donc ils se sont installés donc sur le littoral sénégalais et ils ont appelé cette partie donc le Sénégal utile. L'exemple du Sénégal pouvait être démultiplié également un peu partout. C'était le cas en Algérie, c'était le cas un peu partout dans là où ils étaient. Donc ils avaient un système qui était basé sur l'iniquité, donc un système injuste, un système autant qui était basé sur l'inégalité, sur l'exploitation, sur l'accaparement donc là des biens, et donc ce système ne pouvait pas être accepté par les populations donc colonisées. De plus, ils avaient créé également un régime juridique qui créait une injustice entre les populations. Si je donne toujours le cas du Sénégal, on avait dans le Sénégal utile ce qu'on appelle des citoyens, c'est-à-dire des personnes, des Sénégalais comme d'autres, mais qui étaient considérés comme des citoyens français. À côté de ces citoyens, donc les Sénégalais qui habitaient dans la zone dite inutile, Sénégal inutile, le Sénégal inutile. Donc ces Sénégalais qui habitaient dans ces zones étaient considérés comme des sujets français. Donc vous voyez, dans un même pays, ils ont créé deux régimes juridiques différents pour les populations. Donc un système basé sur l'inégal, un système basé sur une inégalité, un système basé sur l'accaparement donc là des terres. Merci beaucoup. Donc un système basé sur l'accaparement des terres. Donc c'était un système injuste, un système donc qui ne pouvait pas être accepté par les populations. Deuxième élément, donc ce sont les actions, les syndicats, les luttes syndicales, les actions des syndicats. Vous savez, les syndicats ont toujours été à l'avant-garde de la contestation. Et pendant la colonisation également, donc pendant la colonisation, les syndicats n'ont pas été en reste dans la lutte donc pour la conquête des droits. Parce que le régime de travail, le régime salarial qui a été imposé par la colonisation, donc le système de traitement salarial était basé, et donc le système de traitement salarial était basé également sur la race. Les blancs qui exerçaient même le même travail que les noirs ne recevaient pas le même salaire. Donc les gens n'avaient pas le même traitement, bien vrai qu'ils avaient exercé le même travail, mais selon qu'on était blanc ou bien qu'on était noir, donc il y avait, ou bien qu'on était en tout cas de la métropole ou bien des populations colonisées, il y avait un traitement salarial qui était différent, un traitement salarial qui était divergent. Et c'est ce traitement, donc c'est la contestation de ce traitement salarial qui va faire que certains syndicats comme l'UGITAN, Union générale des travailleurs de l'Afrique noire, dont on peut citer Sékou Touré, un des leaders de l'UGITAN, qui sera plus tard le président de la République de Guinée, donc, qui est un des leaders de l'UGITAN. Donc l'UGITAN va jouer un rôle moteur
donc, dans la contestation donc, là, du fait colonial par les actions syndicales. Nous ne pouvons pas également ne pas citer les cheminots comme Ibrahima Sarr, hein, qui dirigeait le syndicat des travailleurs du Dakar Niger. Ibrahima Sarr, dont le siège même des travailleurs du Dakar Niger, c'était la ville de Thiès même. Donc il y a même une cité à Thiès qui porte le nom d'Ibrahima Sarr. Donc il s'est distingué dans la lutte syndicale, surtout avec la grève de 1948 qui avait comme credo à travail égal, salaire égal. Donc vous voyez, donc, le mouvement syndical également a été donc, à l'avant-garde. Il y a également l'action des intellectuels, les élites. L'action des élites. Les intellectuels ont joué également un rôle important dans la conscientisation des masses. Parce que c'est eux qui ont fréquenté l'école coloniale, l'école des Blancs. C'est eux également qui étaient au fait des théories des Blancs. Raison pour laquelle, pendant longtemps, l'école coloniale n'avait pas voulu que les peuples colonisés puissent accéder à un certain niveau d'études. Parce qu'une personne bien formée, c'est une personne qui est informée et c'est une personne dont on ne peut pas manipuler. C'est une personne également qui peut être un leader d'opinion. Et on a vu que ces grands intellectuels qui ont été formés dans l'école occidentale, ils vont être dans la plupart du cas donc les fers de lance de la contestation coloniale. Donc on peut en citer quelques-uns comme Ferhat Abbas de l'Algérie. On peut en citer également Gandhi, qui a eu une formation de métier d'avocat dans les écoles anglaises. On peut citer également Kwame Nkrumah. On peut citer également Cheikh Anta Diop. Ainsi de suite. Donc tous ces grands intellectuels ont eu à jouer, chacun à ce qui le concerne, un rôle important dans la conscientisation des masses. Parce que ils avaient ce devoir, ils avaient même cette obligation. Parce que c'était des gens qui étaient formés dans l'école occidentale, qui connaissaient les méthodes donc là, des occidentaux, et en retour, ils avaient un devoir à remplir vis-à-vis de leur peuple. Et ces derniers également ont rempli donc là, ce rôle vis-à-vis donc là, de leur peuple. Et à côté donc là, des syndicats, des élites intellectuelles, il y a également l'action des partis, les partis politiques. Il y a eu également l'action des partis politiques. Les partis politiques. Okay. Les partis politiques également, donc c'est des mouvements qui ont organisé un peu la contestation. Et ces partis politiques, le plus clair du temps, ces partis politiques étaient dirigés par des intellectuels. Bon, je pouvais en citer Ferhat Abbas, donc, qui dirigeait également donc, la contestation algérienne. Gandhi, la même chose, qui dirigeait également le parti du Congrès en Inde, ou bien Kwame Nkrumah, etc. Donc, ces leaders d'opinion, ces élites intellectuelles ont été le plus souvent à la tête des partis politiques. Et ces partis politiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont été, comme les syndicats, comme on le verra tout à l'heure avec les étudiants, ils vont être les fers de lance de la contestation coloniale, ou bien ils vont être les fers de lance de la conscientisation, donc du point de vue interne, des masses pour contester le fait colonial. Donc prendre conscience des méfaits du fait colonial pour pouvoir le contester plus tard. Et on a vu que tous ces mouvements ont eu une coordination d'action pour contester donc, le fait colonial. C'est pas tout. Dans cette même ordre d'idée, on peut citer également le mouvement des étudiants. Le mouvement des étudiants.
des étudiants, comme beaucoup d'étudiants africains, en tout cas, ressortissants de l'Afrique francophone, se retrouvaient en France et ils avaient donc des associations. Et ces associations également ont beaucoup contribué à la conscientisation des masses. Et cette conscientisation des masses donc, sera à l'origine plus tard de la contestation du fait colonial. Donc parmi ces étudiants, donc, on peut citer un des leaders les plus charismatiques, les plus connus, Ahmadou Mahtar Mbow. Donc Ahmadou Mahtar Mbow, donc, qui a été un des leaders donc, majeurs des étudiants en France. Et donc Ahmadou Mahtar Mbow, naturellement, donc, avec ses autres camarades étudiants, vont s'inscrire dans la même lancée que les partis politiques, que les élites intellectuelles, que les syndicats, pour contester naturellement le fait colonial. Donc vous voyez, il y a une convergence de beaucoup de facteurs du point de vue interne qui permettait donc là de contester le fait colonial. Donc dans cette même lancée, on peut également citer les anciens combattants. Les anciens combattants. Vous savez, pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, la France a eu à recruter dans ses colonies des populations noires qui sont allées combattre auprès de la métropole, pour défendre la métropole. Donc il y a un terme générique pour les désigner, on les appelle les tirailleurs, ou d'autres même disent tirailleurs sénégalais. Donc les tirailleurs, c'était des soldats noirs, en tout cas des soldats issus des colonies françaises d'Afrique, qui étaient mobilisés pour la défense de la France. Et ces tirailleurs ont eu à participer à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à la guerre d'Indochine et à la guerre d'Algérie. Donc pendant toutes ces guerres, il y a eu donc des tirailleurs, donc des soldats noirs, qui ont été mobilisés au profit de la France pour aller combattre dans les différents champs de guerre européens. Et ces tirailleurs qui étaient mobilisés ont été au front avec des Français, des soldats français, leurs camarades d'armes français. Ils ont combattu ensemble. Et cette proximité avec les soldats français ou les soldats occidentaux de manière générale, cette proximité a contribué à la démystification de l'homme blanc. A contribué à ce qu'on appelle une démystification. Démystification. Cette démystification, pourquoi démystification? Parce que pendant la colonisation, les Occidentaux, en tout cas la France et les Blancs de manière générale, pour tous les résistants ont été vaincus par les Blancs. Tous les résistants ont été vaincus, en tout cas les résistants armés, donc ont été vaincus par les Blancs. En un moment, on a cru que l'homme blanc était invincible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le gagner au combat. Il était devenu invincible. Donc il y a eu le mythe de l'invincibilité du blanc qui a été donc développé. Et dans l'idéologie ou bien dans la pensée africaine, on pensait, en tout cas certains croyaient dur comme fer, qu'on ne pouvait pas vaincre ces blancs au combat. Et la Seconde Guerre mondiale a permis aux anciens combattants qui étaient partis au front avec leurs camarades d'armes européens de voir que ce mythe d'invincibilité en réalité n'était pas fondé. Ces blancs sont bien, donc on peut bien les vaincre. Et l'armée allemande a vaincu la France en peu de temps, en 1940. En juin 1940, les Allemands étaient déjà en France. Donc la puissance qu'on avait cru que ces Français ont ou ces Anglais, en réalité, ils ne l'avaient pas. Et les anciens combattants, donc au retour, ils ont
contribué à démystifier, à le dire que nous avons été au front avec ces Blancs, donc on les a vus fuir, on les a vus pleurer, on les a vus mourir, etc. Donc pour contribuer à l'idéologie de déconstruction de ce mythe qui a été créé autour du blanc. Donc la participation de ces anciens combattants a été extrêmement importante parce qu'ils ont contribué à renforcer psychologiquement les populations noires qui étaient restées sur place. Donc on voit ici, là c'est un travail extrêmement important. Et donc ces anciens combattants vont jouer également un rôle moteur. Je crois que parlant de ces anciens combattants, il y a un excellent texte du regretté professeur Iba Der Thiam, qui a écrit un bon texte là-dessus qui permettait de voir un peu quel a été le rôle que ces anciens combattants ont pu jouer et quel a été le rôle que la Seconde Guerre mondiale a pu apporter dans la mentalité de ces des combattants. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, on verra qu'il y a une nouvelle mentalité, une nouvelle approche qui sera développée par les populations. Donc on voit ici tous ces facteurs que nous avons énumérés, c'est au niveau interne. Donc c'est au niveau interne. Pour résumer, on peut dire que les populations colonisées ne se sont jamais restées les bras croisés. Il y a toujours eu des dynamiques qui se sont développées pour contester le fait colonial, pour la prise de conscience des peuples colonisés envers la colonisation pour pouvoir le contester. Et ces facteurs que nous avons énumérés, les causes internes, vont être renforcés par le nouveau contexte général de l'après-guerre. Donc le nouveau contexte de l'après-guerre. Donc après la Seconde Guerre mondiale, le contexte va se pencher favorablement. Donc le contexte va se penser favorablement envers la décolonisation. On va voir. Les causes. Les causes externes ou bien les facteurs externes. Facteurs externes. Donc pour les facteurs externes, nous allons d'abord citer la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est plus correct. La Deuxième Guerre mondiale a modifié la marche du monde, a transformé la marche du monde. Donc, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Europe qui était le centre du monde. L'Europe était devenue le centre du monde. Europe, centre du monde. Donc avant la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était devenue le centre du monde. Pourquoi l'Europe était devenue le centre du monde? Donc pourquoi nous disons que l'Europe était le centre du monde? Parce que c'est l'Europe qui est à l'origine d'abord de la traite négrière. Donc l'Europe a été, ou bien les Européens ont été les acteurs principaux de la traite négrière. C'est eux qui ont pratiqué la traite négrière. Donc avant même la traite négrière, c'est eux qui ont même amené une révolution dans le transport maritime, la circumnavigation. C'est-à-dire, c'est eux qui ont inventé des méthodes de transport qui leur permettaient d'aller visiter les autres continents. Parce qu'ils avaient inventé une technologie qui leur permettait de venir en Afrique, d'aller explorer la route de la soie pour aller en Inde, et plus tard ils ont découvert l'Amérique, etc. Donc les Européens étaient au centre du monde, et c'est la découverte de l'Amérique qui va conduire à la traite négrière. Et la traite négrière était une entreprise pendant laquelle, en tout cas c'était une période pendant laquelle les Européens ont
pu engranger beaucoup de bénéfices parce que l'Afrique négrière était un commerce lucratif. Et ce commerce lucratif donc, a permis aux Européens d'engranger beaucoup de bénéfices. L'Europe également était à l'origine de la révolution industrielle. L'Europe a été au centre de la révolution industrielle. Donc, révolution industrielle. Donc, vous savez, la révolution industrielle également donc, a transformé les modes de vie. Et l'Europe a été le berceau de la révolution industrielle, donc, qui s'est développée surtout en Europe de l'Ouest. L'Europe également sera à l'origine de l'impérialisme. L'Afrique négrière de l'impérialisme. En tout cas, pendant longtemps, tous les grands bouleversements du monde, les Européens ont été à l'origine. Donc, et on verra que cette capacité d'initiative, cette centralité va être perdue par les Européens. Ils vont perdre leur domination, ils vont perdre leur puissance à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc la première leçon du programme d'histoire, on voit un peu les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Europe va perdre toute sa puissance après la Seconde Guerre mondiale. Dans la mesure où la Seconde Guerre mondiale s'est passée en Europe, donc l'Europe va être ruinée. Elle sera ruinée. Parce que la Seconde Guerre mondiale s'est passée en Europe. L'Europe a été le théâtre de la guerre. Donc la Seconde Guerre mondiale, l'essentiel des combats se sont passés en Europe. Les villes détruites, les installations industrielles détruites, une population décimée, etc. Donc beaucoup de conséquences vont être à l'origine du retard de l'Europe. L'Europe également sera endettée. Elle sera endettée parce que pendant la guerre, la production s'était arrêtée. En tout cas, la production a été ralentie. Et cette production ralentie va faire que l'Europe va s'endetter auprès des États-Unis. Donc, cette perte de puissance sera entraînée par la Seconde Guerre mondiale. Donc, je vous ai dit ici que l'Europe était au centre du monde, mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe va perdre sa centralité, l'Europe va perdre sa domination. Au profit de qui? Mais bien sûr au profit des États-Unis et de l'URSS. L'URSS États-Unis. Donc, la Seconde Guerre mondiale va consacrer la montée en puissance de l'URSS et des États-Unis, qui jusque-là n'avaient pas cette place aussi importante. Pourquoi ils ont acquis cette place importante? Nous avons vu, en traitant les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis, non seulement ils ont joué un rôle moteur dans le ravitaillement des Européens, mais les États-Unis vont envoyer d'abord des soldats à partir de 1942 avec le débarquement de Normandie qui va aider l'Europe de l'Ouest à vaincre la puissance allemande. Et avant d'entrer en guerre également, les États-Unis avaient signé ce qu'on appelle le pacte, la charte de l'Atlantique, qui sera plus tard la base sur laquelle les États-Unis vont aider les populations sous domination à contester le fait colonial. Parce que la charte de l'Atlantique avait pour but que tous les peuples disposent d'eux-mêmes. Donc tous les peuples aient la liberté de choisir leur propre mode de gouvernement, leur propre forme de gouvernement. Donc on verra ici que les États-Unis, en faveur de la Seconde Guerre mondiale, ils sont devenus une superpuissance. L'URSS également, à cause ou bien grâce aux efforts consentis pour la libération de leur territoire, ils vont devenir une superpuissance. Parce que l'URSS, c'est le pays qui a donné le plus de sacrifices lors de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a fait 60 millions de morts. Les 20 millions de morts sont de l'URSS. C'est-à-dire qu'ils ont payé les tiers des victimes. Ce grand sacrifice
va leur donner une place hyper importante après la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit après la Seconde Guerre mondiale deux superpuissances qui vont se dégager, et ces deux superpuissances qui se dégagent vont conduire à la ruine de l'Europe. C'est-à-dire les pays européens qui étaient jusque-là au centre du monde vont maintenant vont jouer les seconds rôles. Donc on verra ici donc les facteurs internes. Donc la Seconde Guerre mondiale va conduire à la ruine de l'Europe. Ruine de l'Europe, et va conduire également à l'émergence des deux grands, ou des deux superpuissances, les deux grands, États-Unis et URSS. États-Unis, URSS, Union des républiques socialistes soviétiques et États-Unis. Donc la Seconde Guerre mondiale va consacrer donc la montée en puissance de ces deux grands. Et maintenant, pourquoi c'est important de souligner la montée en puissance de ces deux grands? Parce que ces deux grands seront contre la colonisation. Aussi bien les États-Unis que l'URSS, ils sont contre la colonisation. Donc ils sont en faveur de la décolonisation. Mais pourquoi donc les États-Unis et l'URSS sont en faveur de la décolonisation? Parce que tout simplement, d'abord pour les États-Unis, c'était une colonie. Les États-Unis étaient une colonie de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Donc les États-Unis étaient une colonie. Donc leur passé, à cause de leur passé colonial, les États-Unis sont contre le fait colonial. Parce qu'ils ont eu un passé colonial, ils ont été sous la domination anglaise. Et ils n'ont pris leur indépendance qu'en 1776, je crois. 1776, avec la guerre d'indépendance dirigée par George Washington, qui sera même le parrain de leur capitale, Washington. Donc, les États-Unis vont prendre leur indépendance à la suite d'une guerre contre les Anglais. Et ils vont remporter cette guerre, ils vont devenir indépendants. Donc, à cause de leur passé colonial, ils seront donc contre le fait colonial. Mais il y a certains également documents qui nous permettent de relativiser un peu l'anticolonialisme américain. Parce que bien vrai que les États-Unis sont contre la colonisation, mais en un moment, ils ont soutenu la France en Indochine. Ils ont soutenu la France en Indochine. C'est pour ça qu'on dit que les États-Unis ne sont contre la colonisation que si ça les arrange. Si ça ne les arrange pas, donc eux ils soutiennent la colonisation, parce qu'il y a eu un exemple patent en France lors de la guerre d'Indochine en 1954 avec les troupes de Ho Chi Minh. Les États-Unis ont soutenu la France. Pourquoi? Parce que l'Indochine était dirigée par Ho Chi Minh, qui était soutenu par les Chinois et risquait de tomber dans le communisme. Et les États-Unis, dans leur stratégie de containment, c'est-à-dire de lutte contre le communisme, ils ne pouvaient pas soutenir l'indépendance du Vietnam qui avait une obédience communiste. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on peut relativiser ici la position américaine. Tantôt ils sont contre la colonisation, tantôt également ils soutiennent les impérialistes, comme le cas de la France en Indochine. L'URSS, j'en reviens, c'est un des super grands. L'URSS est contre la colonisation pour des raisons idéologiques. Donc l'URSS est contre la colonisation pour des raisons idéologiques. Pourquoi? Parce que l'URSS était communiste. Et vous savez, le communisme, une des bases du communisme, c'est la lutte de toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Donc le communisme, c'est une lutte contre toute forme de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et pour Lénine, le colonialisme est le statut suprême
capitalisme. Le colonialisme est le stade suprême du capitalisme. Pourquoi les pays européens avaient le besoin d'aller coloniser des territoires en Afrique, en Asie et ailleurs? Parce que tout simplement, il y a eu le capitalisme, l'appât du gain, le fait d'être attiré par les bénéfices supplémentaires, ce qui les a conduits à coloniser d'autres peuples. Et pour lui, donc, le colonialisme est la fille donc, de la révolution industrielle. Donc c'est le capitalisme, l'esprit capitaliste qui a conduit au colonialisme. Donc combattre le colonialisme, c'est en d'autres termes combattre également le capitalisme. Et vous savez que le capitalisme est pratiquement l'ennemi donc là du socialisme, parce que ce sont deux idéologies divergentes. Et je crois que dans les doctrines sociales, donc dans la mise en place des doctrines sociales, on a vu un peu que c'est le développement du capitalisme outrancière qui a fait naître les doctrines sociales comme le syndicalisme, comme le socialisme, qui avait pour but de combattre naturellement le capitalisme. Donc ici, les raisons qui font que l'URSS est anti-colonialiste, c'est que l'URSS est idéologiquement contre toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Les États-Unis également, donc liés à leur histoire, leur passé colonial, ils sont contre la colonisation. Donc ces deux superpuissances issues de la Seconde Guerre mondiale donc, sont favorables au mouvement de décolonisation. Pendant la même période également, on a eu l'ONU, la création de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies, qui a été créée en 1945 à la conférence de San Francisco. Pour l'Organisation des Nations Unies, qui est la nouvelle instance créée après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs sur les ruines de la SDN, Société des Nations, qui elle, a été créée après la Première Guerre mondiale, mais n'a pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Organisation des Nations Unies a été créée donc là sur les ruines donc là, de la SDN. Et l'Organisation des Nations Unies, à travers son conseil de tutelle, qui est un de ses organes, conseil de tutelle, va aider les pays qui étaient encore sous domination à accéder à l'indépendance. Et le conseil de tutelle va accorder même l'indépendance à certains pays qui étaient donc là sous son mandat. Par exemple, en 1947, les pays qui étaient placés sous le mandat de l'ONU vont accéder à l'indépendance. C'est le cas en 1947 du Liban et de la Syrie, les pays du Proche-Orient. Liban et Syrie. En 1947 également, le Conseil de tutelle va accorder l'indépendance, ou bien va accorder même la division de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe. D'ailleurs, le cours précédent, nous avions expliqué, donc on peut se faire. Donc, en 1947, donc, il y a eu division avec la résolution 181. Résolution 181 pour le plan de partage de l'ONU, la résolution 181 qui va diviser la Palestine en deux, la résolution 181, la division de la Palestine. Donc nous n'allons pas rentrer dans les détails concernant la division de la Palestine qui va conduire à des guerres israélo-arabes, parce que la fois passée, donc nous en avions fortement parlé. Et pour les autres qui sont intéressés par ça, ils peuvent toujours visiter la plateforme, donc le cours portant sur la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne. Donc on l'a largement expliqué donc, la fois passée. Donc ici, c'était tout simplement pour expliquer un peu le rôle que l'ONU a joué dans la libération de certains pays, ou bien dans l'accession de certains pays à la souveraineté internationale. Parce que l'ONU va aider à accéder à
à l'indépendance, va également permettre la partition, mais la division de la Palestine, ce qui fait la création d'un État, donc la juif. Donc vous voyez ici qu'il y a donc une participation manifeste donc là, de l'ONU à travers son conseil de tutelle. Il y a eu également, donc pendant cette même période, en 1945 aussi, la Ligue arabe est créée en 1945 au Caire, en Égypte, 1945 au Caire en Égypte. Donc la Ligue arabe regroupe certains pays arabes et ces pays arabes également ont aidé leurs concitoyens qui n'étaient pas encore indépendants à accéder à l'indépendance. Donc la création de la Ligue arabe donc, va aider naturellement beaucoup de pays financièrement, idéologiquement, etc. Donc on verra que ces pays vont être là à l'avant-garde. Et cette création de la Ligue arabe est arrangée dans ce qu'on appelle l'émergence du tiers-monde. Donc la création de la Ligue arabe est arrangée dans ce qu'on appelle l'émergence du tiers-monde. Elle est arrangée dans l'émergence du tiers-monde. Pourquoi le tiers-monde? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, surtout à partir de 1947, on a noté que le monde était bipolarisé, que le monde était divisé. Le monde était divisé en deux pôles. Il y avait le pôle dirigé par l'URSS, qu'on appelait le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est. Il y avait également le pôle dirigé par les États-Unis, qu'on appelait le bloc de l'Ouest. Bloc de l'Ouest. Il y avait une opposition idéologique entre ces deux blocs, ces deux pôles créés par les États-Unis et l'URSS, qu'on appelle le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et que d'autres décrivent dans le concept de la guerre froide. Donc, je crois que nous allons en revenir prochainement. Donc, ici, la guerre froide avait contribué à la bipolarisation du monde, à la division du monde en deux pôles, en deux blocs, deux pôles, bipolarisation. Maintenant, avec les pays anciennement colonisés qui ont commencé à accéder à l'indépendance à partir de 1945-1947, des pays d'Afrique, d'Asie, qui ont commencé à accéder à l'indépendance, ces pays, une fois l'indépendance acquise, ont créé un tiers-monde, c'est-à-dire un troisième pôle, un troisième groupe. Un troisième groupe pour ne pas s'aligner dans les deux groupes déjà existants. Donc on a le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, mais on aura ici les pays du tiers-monde. Tiers, c'est-à-dire troisième par rapport aux deux blocs existants. Et parmi ces mouvements, le tiers-monde, donc il y aura des mouvements qui vont être à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance, dont on peut citer la Ligue arabe créée en 1945 au Caire en Égypte et qui regroupait, comme son nom l'indique, beaucoup de pays arabes. Donc on peut citer l'Arabie Saoudite, le Yémen, donc le Sud, etc. Donc ces pays vont se regrouper dans un pôle pour aider leurs camarades qui n'étaient pas encore indépendants à le devenir, donc en leur soutenant moralement, en le soutenant financièrement et pourquoi pas militairement. Donc il y avait tous ces aspects qui ont été développés. Toujours dans l'émergence de ces mouvements du tiers-monde, en 1955, il y a eu la conférence de Bandung. Il y a eu la conférence de Bandung. Donc la conférence de Bandung qui a été organisée en 1955 à Bandung même, en Indonésie,
Cette conférence de Bandung va réunir les pays nouvellement indépendants. Et ces pays nouvellement indépendants, on pouvait citer quelques-uns comme l'Inde, qui est devenue indépendante en 1947. Il y avait également l'Égypte. Il y avait également l'Indonésie qui organisait la conférence elle-même. L'Indonésie qui est devenue indépendante en 1900. Indonésie qui est devenue indépendante en 1945. Il y avait la Yougoslavie du maréchal Tito, etc. Donc ces pays vont se réunir pour discuter un peu des problèmes du tiers-monde, c'est-à-dire des problèmes des pays anciennement colonisés, des pays qui n'étaient pas dans l'organisation, dans la bipolarisation du monde, des pays qui étaient hors ces deux blocs. Et ça va réunir, donc, je vous l'ai dit, des pays qui comptent comme l'Inde, qui est un géant démographique, mais qui va compter également comme invité le Ghana ou la Gold Coast, qui n'était pas encore indépendant. La Gold Coast, qui n'était pas encore indépendante, mais qui n'était pas loin de le devenir, parce que la Gold Coast va devenir indépendante en 1957. La Gold, ensuite, lorsqu'elle deviendra indépendante, elle va prendre le nom de Ghana, donc le Ghana actuel. Donc son leader, Kwame Nkrumah, a été également invité à la conférence de Bandung. On voit, mais à cette conférence de Bandung, il y avait une absence. À cette conférence de Bandung, il y avait une absence des pays de l'Afrique noire, parce que pendant cette période de cette conférence de Bandung, la plupart des pays de l'Afrique noire francophone n'étaient pas encore indépendants. Donc c'est le Ghana ou bien la Gold Coast qui était présente en tout cas en Afrique noire, mais elle n'était pas encore indépendante, elle était sous titre d'invité, et Kwame Nkrumah a participé à cette conférence qui discutait. Et une des résolutions fortes de la conférence de Bandung, c'était que ces pays devaient aider leurs camarades qui étaient encore sous domination à devenir indépendants. Et on verra que Bandung qui s'est passé en 1955, dès 1957, on aura l'indépendance de la Gold Coast, 1958, l'indépendance de la Guinée, et 1960, c'est-à-dire 5 ans après, l'indépendance de la quasi-totalité donc là, des pays qui étaient sous domination coloniale. Donc, vous voyez, la quasi-totalité des pays qui étaient sous domination coloniale. Donc, on voit ici clairement que la décolonisation, donc, est causée par aussi bien des faits internes, c'est-à-dire la prise de conscience des populations dominées, qui ont pris en charge eux-mêmes la lutte pour la contestation de cet ordre colonial établi par beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments. Donc on a eu d'abord l'idéologie coloniale qui était basée sur les justices donc contestables. Ensuite, l'action des syndicats, l'action des partis politiques, l'action des intellectuels, des étudiants. Et donc toutes ces actions combinées vont se conjuguer aux actions des anciens combattants pour contester le fait colonial. Et donc ces différentes actions internes vont se greffer au contexte international qui était favorable. L'Europe, jusque-là très puissante, qui avait les empires coloniaux, les plus parce que si on dit l'Europe puissante, c'est la France qui avait donc des territoires donc en Afrique et en Asie. C'est surtout l'Angleterre qui avait colonisé l'Afrique et l'Asie, mais aussi la Belgique, pour ne citer que cela, parce que l'Allemagne avait perdu ses colonies après la Première Guerre mondiale. Donc ces pays qui étaient ce qu'on appelle les empires coloniaux, donc les empires coloniaux seront fortement ruinés, ils vont perdre leur puissance. Malgré qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient jamais quitter leur colonie, ils voulaient garder la quasi-totalité des colonies,
parce que la France, ou bien ces pays qui étaient ruinés, ils voulaient s'appuyer sur les colonies pour se reconstruire. Mais malheureusement, pour eux, après la Seconde Guerre mondiale, le contexte international a beaucoup évolué, le contexte a changé, naturellement, avec l'émergence de ces deux superpuissances qui étaient donc anticolonialistes pour des raisons diverses. L'émergence donc là de ces deux superpuissances qui étaient anticolonialistes pour des raisons diverses. Les États-Unis étaient anticolonialistes car leur passé donc, colonial leur avait fait, a fait qu'ils n'ont pas voulu que ce système-là prospère parce qu'ils ont été une colonie britannique, n'est-ce pas? Et je vous l'ai dit que cet anticolonialisme américain est à géométrie variable. Tantôt, ils sont anticolonialistes, mais dans d'autres cas, ils ont soutenu la colonisation, comme le cas de la France en Indochine. Parce que l'Indochine, ça entrait dans le cadre de la guerre froide. Et les États-Unis avaient comme mission, depuis la doctrine Truman, de combattre le communisme par la stratégie du containment. Donc, doctrine Truman développée en 1947. Nous allons y revenir le prochain cours pour parler de la guerre froide. Donc, vous voyez un peu. Donc, les États-Unis ont contesté ce fait colonial du fait de leur passé colonial. Et l'URSS, pour des raisons idéologiques, parce qu'étant communiste, donc était contre la colonisation, je vous ai dit, parce que l'URSS était donc un régime communiste et pour le chef de l'URSS, le chef en tout cas du régime communiste, Lénine, il se disait que le colonialisme, le fait colonial, est né donc là du capitalisme. Il dit que le colonialisme est la fille du capitalisme. Donc combattre le colonialisme, c'est combattre le capitalisme. Donc c'est pour ça que l'URSS était contre cette idéologie donc là du capitalisme. Et on verra naturellement que l'URSS va contribuer à aider certains pays, voire même militairement par l'encadrement donc là des instructeurs militaires russes. Donc on a eu, ou bien des instructeurs militaires venant de l'Amérique du Sud, on a eu l'arrivée de Che Guevara en Afrique centrale qui a aidé un peu le mouvement de contestation donc en Afrique centrale, etc. Donc vous voyez, l'autre élément c'est l'ONU, la création donc là de l'Organisation des Nations Unies. Donc cette Organisation des Nations Unies qui aura donc cette Organisation des Nations Unies qui va à travers son conseil de tutelle aider les pays sous domination à accéder à l'indépendance. D'ailleurs, ces pays, les pays qui étaient placés sous mandat de l'ONU, donc ces pays donc, vont avoir leur indépendance parce que l'ONU va leur accorder leur indépendance. C'est le cas du Liban, c'est le cas de la Syrie, mais c'est également le cas donc, pour la Palestine qui a été divisée en deux. Mais malheureusement, pour le deuxième cas cité, les conséquences ont été ou bien continuent à être désastreuses parce que jusqu'à présent, à cause de la division de la Palestine en deux, on a toujours le problème israélo-palestinien qui reste insoluble. Et donc ceci a été fait par l'ONU en 1947 dans le but d'aider ces pays à accéder à l'indépendance. Et pour terminer, on a vu ici que l'émergence, le tiers-monde, c'est-à-dire les pays dominés, une fois que certains d'entre eux ont accédé à l'indépendance, ces pays ont commencé à mettre en place des organisations comme la Ligue arabe, comme la conférence de Bandung, pour organiser la contestation, aider leurs camarades qui étaient encore sous domination. Donc voilà pour l'essentiel concernant ce parti. Nous allons dans une prochaine séance vous expliquer un peu avec les réformes qui sont intervenues, voir les exemples de décolonisation, c'est-à-dire les formes pacifiques et les formes pacifiques et les formes violentes. Donc ces deux formes, on va les développer donc la prochaine fois, notamment avec des exemples concrets, le cas du Sénégal, le cas de l'Inde, mais également le cas de l'Algérie, donc qui sont donc des exemples de décolonisation qu'on peut faire. Donc ici, en résumé, pour résumer, en conclusion,
Donc, en conclusion, nous pouvons dire que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a bouleversé les rapports de force au niveau international. Et c'est la Seconde Guerre mondiale qui va consacrer la ruine de l'Europe et l'émergence de deux nouvelles puissances qui seront anti-colonialistes. Parce que les Européens, bien vrai qu'ils vont vouloir conserver leur colonie, comme la France l'a affirmé en 1944, la conférence de Brazzaville. Donc, la conférence de Brazzaville, organisée par la France dans la ville de Brazzaville, en Afrique centrale, cette conférence de Brazzaville avait pour la France a clairement décliné sa position que la France était d'accord d'accorder des concessions aux Africains. La France était d'accord d'améliorer certains points, c'est-à-dire supprimer le régime de l'indigénat, développer un peu les libertés, accorder plus de liberté aux populations colonisées, mais toute idée d'indépendance, toute idée d'indépendance était écartée, toute idée d'autonomie, est à écarter. Donc toute idée d'autonomie exclue. Donc toute idée exclue. Donc il n'était pas question d'accorder l'indépendance. Pourquoi il n'était pas question d'accorder l'indépendance? Parce que la France, qui était ruinée lors de la Seconde Guerre mondiale, voulait compter sur ses colonies pour se reconstruire. Les colonies étaient une base pour la reconstruction de la métropole. Donc oui, il faut accorder certaines libertés, oui, il faut amener donc certaines améliorations dans les conditions de vie des populations colonisées, mais il n'est nullement question d'accorder à ces populations colonisées de l'indépendance. Parce qu'accorder l'indépendance signifiera pour la France, en tout cas pour les empires coloniaux, une perte de revenus, parce que les colonies étaient faites pour être exploitées. Les colonies devaient servir donc là de base d'exploitation pour la métropole. Donc on voit ici donc que toutes ces idées ont été écartées, donc toute idée d'indépendance a été écartée. Mais il fallait compter sur la détermination des populations africaines. Bien vrai que la France a écarté toute idée d'indépendance, mais ça n'a pas découragé les populations africaines à donc mettre en place une stratégie de lutte, ce qui fait que la France va en 1946 accorder l'extension de la citoyenneté. La France va mettre l'Union française, mais tout ceci ne va pas satisfaire les populations qui vont lutter jusqu'à la mise en place de la loi cadre en 1956 et plus tard de la communauté française en 1958 et finalement l'indépendance qui sera accordée en 1960 pour la plupart des colonies francophones. Donc vous voyez que c'est un peu cela. Donc l'indépendance a été arrachée parce que les peuples dominateurs, les colonisateurs n'ont jamais voulu accorder l'indépendance aux peuples colonisés. Mais aussi, les peuples colonisés n'ont jamais accepté la colonisation. Ils l'ont toujours contesté par des mouvements de résistance, par la montée également des élites, mais également, on verra ici, par l'action des anciens combattants. Et toutes ces convergences de facteurs vont faire que finalement, la lutte a été longue, mais le processus a abouti. Pour les pays asiatiques, c'était un peu plus tôt. Les pays asiatiques ont accédé à l'indépendance plus tôt. L'Inde, dès 1947. Inde, 1947. L'Indonésie même, Indonésie, 1945. 1945. Indochine, 1954. Avec la bataille de Dien Bien Phu. Donc vous voyez, le processus a été beaucoup plus précoce pour les pays asiatiques et pour les pays africains, donc pour les pays de l'Afrique noire, 1957, pour le Gold Coast qui va devenir le Ghana, 1958 Guinée, de Sékou Touré, la Guinée, et 1960
la quasi-totalité des pays francophones et la quasi-totalité des pays africains. Sans compter, sauf les colonies portugaises qui seront indépendantes beaucoup plus tard, c'est-à-dire à partir de 1975, avec la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et l'Angola qui deviendront indépendants à partir de 1975. Mais sinon, la quasi-totalité de ces pays africains ont accédé à l'indépendance en 1960. Et l'indépendance n'a pas été offerte, l'indépendance a été le fruit d'une lutte acharnée des populations envers la métropole. Donc, mademoiselle, madame Djebouchi, vous qui nous suivez sur cette plateforme, continuez à vous abonner sur votre plateforme, à suivre les cours, à poser des questions, à prolonger la discussion sur la plateforme. Donc nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un autre cours et d'autres exercices pratiques concernant le travail que nous avons. Nous vous remercions et vous donnerons rendez-vous la prochaine fois. Prepaba 2021 vous est offert par la République des valeurs.